Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge au cœur du programme de Terminal HGSP avec un sujet absolument fascinant, les nouveaux espaces de conquête. L'espace, les océans. Alors comment est-ce que les États font pour gérer ces territoires qui sont à la fois immenses et ultra stratégiques ? Regardez bien ces deux images. D'un côté, on a le vide infini de l'espace, avec comme symbole la Station spatiale internationale, et de l'autre, les profondeurs des océans, un monde mystérieux, mais plein de ressources. Vous voyez, on a là deux frontières, deux mondes qui n'ont presque rien à voir, et qui du coup vont poser des défis complètement différents à la communauté internationale. Alors, la grande question qu'on va se poser tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Est-ce que ces nouveaux espaces sont d'abord des zones de compétition féroce, des sortes de nouveaux champs de bataille pour la puissance, ou est-ce qu'au contraire, ils sont des laboratoires pour inventer de nouvelles manières de coopérer ? Et ça, pour le bac, c'est un réflexe essentiel. Il nous faut une problématique claire, comme dans une dissertation. Ça va être notre fil rouge. La voici. Comment les États parviennent-ils à coopérer, tout en étant tiraillés entre leurs rivalités et leurs intérêts communs, dans la conquête de ces nouveaux espaces que sont l'espace et les océans ? Allez, voilà le plan qu'on va suivre. D'abord, on va voir que dans l'espace, pour conquérir, on est obligé de coopérer. Ensuite, on plongera dans les océans. Et on verra que là, il faut surtout réguler pour pouvoir partager. Et on terminera avec une conclusion comparative et surtout une petite fiche révision express pour le bac. C'est parti. Ok, première partie, l'espace. Et là, attention, retenez bien ça, la coopération, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une obligation. C'est la condition pour que l'homme soit présent là-haut. Et l'exemple type, celui que vous devez maîtriser sur le bout des doigts, c'est bien sûr l'ISS. Quand on voit l'ISS, il ne faut pas juste voir un vaisseau spatial. Imaginez plutôt un puzzle gigantesque. Un puzzle à la fois technologique, financier et surtout diplomatique. Pour vous donner une idée, c'est tout simplement le projet le plus complexe et le plus cher que l'humanité ait jamais construit. Mais alors, pourquoi coopérer ? La réponse est assez simple en fait. Aucun pays, même pas les États-Unis à leur apogée dans les années 90, n'aurait pu construire et faire fonctionner l'ISS tout seul. On parle de coûts astronomiques, c'est le cas de le dire, des centaines de milliards de dollars. Ajoutez à ça des défis techniques monstrueux et des risques énormes pour les astronautes. Et là, vous comprenez le point clé. La coopération devient une stratégie pour mettre en commun l'argent, la technologie et les risques. Bon, pour que tout ce petit monde travaille ensemble sans que ça parte dans tous les sens, il a bien fallu des règles du jeu. Et ces règles, elles sont dans un document fondamental. L'IGA, l'accord intergouvernemental de 1998. Ce sigle, IGA, notez-le bien, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le projet. C'est ce traité qui définit noir sur blanc qui fait quoi, qui paie quoi et qui est responsable en cas de problème. En fait, ce cadre juridique, il faut le voir comme une pyramide à 3 étages. Tout en haut, au sommet, on a l'IGA, l'accord politique entre les gouvernements. Juste en dessous, un niveau plus technique, les protocoles d'accord qu'on appelle aussi des MOU entre les agences spatiales elles-mêmes, comme la NASA et l'ESA. Et puis, tout en bas, à la DAS, des arrangements pratiques pour gérer les détails du quotidien. L'avantage de cette structure, c'est que ça donne beaucoup de souplesse. Et si on regarde de plus près, l'IGA répartit les tâches très clairement. Les États-Unis, via la NASA, jouent le rôle de chef d'orchestre. La Russie, elle, amène des pièces maîtresses, des modules vitaux pour la survie de la station. L'Europe et le Japon contribuent avec des laboratoires scientifiques et le Canada apporte son fameux bras robotique. Vous voyez le truc ? C'est une vraie interdépendance. Chaque partenaire est indispensable pour que l'ensemble fonctionne. Allez, on quitte l'espace et on plonge dans les océans. Et là, attention, la logique change du tout. Si dans l'espace, on coopère parce qu'on n'a pas le choix techniquement, sur mer, on coopère pour une raison juridique, éviter que la compétition pour les ressources ne se transforme en conflit. L'enjeu, ce n'est pas de construire quelque chose ensemble, mais de se mettre d'accord sur des règles du jeu. Et l'outil juridique numéro 1 pour ça, c'est la CNUDM, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. On l'appelle aussi la Convention de Montego Bay. Retenez bien ce nom, c'est un texte capital. On le surnomme même la Constitution des océans. C'est elle qui définit les droits et les devoirs de tous les États sur les mers. Le principe de base de cette convention, il tient en une phrase un peu surprenante. La terre domine la mer. Ça veut dire quoi ça ? Eh bien c'est simple, pour avoir des droits sur la mer, il faut d'abord posséder de la terre, une côte. On ne peut pas juste planter un drapeau au milieu de l'océan et dire « c'est à moi ». Non, les droits maritimes sont une extension des droits terrestres. Et ça, c'était une idée clé pour éviter que les grandes puissances maritimes ne s'accaparent tout. La conséquence la plus concrète de ce principe, c'est un concept que vous devez maîtriser parfaitement, les ZEE, les zones économiques exclusives. C'est une bande qui s'étend jusqu'à 200 000 marins des côtes, soit environ 370 km. Dans cette zone, l'État côtier a des droits souverains pour explorer et exploiter toutes les ressources économiques. La pêche, les hydrocarbures, les minerais sous-marins, tout. Seulement voilà, ce cadre juridique est aujourd'hui mis au défi, notamment par la question des îles artificielles.
Et là, attention, c'est un exemple en or pour le bac parce qu'il faut être nuancé. D'un côté, on a une utilisation géopolitique, disons agressive. La Chine qui construit et militarise des îles pour tenter de s'approprier des EEE et étendre son hard power. Et de l'autre, une utilisation défensive pour la survie, des États comme Tuvalu, menacés de disparaître avec la montée des eaux, qui envisagent de construire des îles surélevées pour ne pas être rayées de la carte. La même technologie, mais deux logiques totalement opposées. Bon, on arrive à la conclusion, on a vu deux espaces, deux logiques. Maintenant, on va faire la synthèse. C'est super important pour bien structurer vos idées dans une composition. Ce tableau y résume bien la différence fondamentale. Pour l'espace et l'ISS, on coopère pour faire quelque chose ensemble. Un projet impossible à réaliser seul. C'est un partenariat très ciblé. Pour les océans, avec la CNUDM, on coopère pour empêcher les conflits, pour gérer les rivalités. C'est une régulation qui se veut universelle. D'un côté, un partenariat pour construire, de l'autre, une régulation pour ne pas se détruire. On peut donc maintenant répondre à notre problématique. La coopération, ce n'est pas un bloc uniforme. Sa forme dépend complètement de la nature de l'espace. Dans le vide spatial, hostile et hors de prix, elle est une nécessité technique pour pouvoir y aller. Dans les océans, riches et très convoités, elle est une nécessité juridique pour éviter le chaos et survivre ensemble. Allez, pour finir, le moment que vous attendez tous, la fiche révision Bac Express. C'est le condensé de tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour l'épreuve. Premièrement, les notions clés. Vous devez être capable de définir parfaitement la coopération internationale, bien sûr, les sigles IGA et CNUDM, le concept de Z2E et savoir mobiliser les concepts de hard power et de soft power pour analyser les stratégies des États. Deuxième point, les acteurs et les exemples. Pour l'espace, connaissez les noms des grandes agences spatiales. Pour la mer, citez des États précis, comme la Chine et Tuvalu. Ça illustre bien votre propos. Et bien sûr, vos deux exemples en béton, l'ISS pour la coopération et les îles artificielles pour les tensions. Et enfin, les pièges à éviter. Attention, ne confondez pas coopération et simple alliance. N'oubliez jamais de parler des cadres juridiques IGA et CNUDM. Pensez à toujours nuancer les motivations des acteurs. Et surtout, retenez que la coopération n'efface pas les rivalités géopolitiques. Elle permet de les gérer différemment. Je vous laisse avec cette question ouverte, parfaite pour une conclusion de composition. Avec l'arrivée d'acteurs privés dans l'espace, les tensions en haute mer pour les minerais des grands fonds, est-ce que ces nouveaux espaces vont nous pousser vers plus de règles communes, vers une gouvernance mondiale, ou est-ce qu'au contraire ils vont devenir le champ de bataille des puissances de demain ? La question est posée. Bonne révision.